Salut toi, qui que tu sois. Je m'appelle Manon et je suis la maman de 2 merveilleux enfants. Je ne sais pas toi, mais moi, quand j'ai appris que j'étais enceinte, je me suis posé un bon million de questions. Puis, plus les étapes de ma maternité s'enchaînaient, plus les questions s'accumulaient. J'ai eu la chance de tomber sur une communauté qui a su me répondre, me rassurer et surtout me montrer la diversité des situations, et c'est ça que je veux t'offrir aujourd'hui. De comment gère-t-on l'acquisition de la continence à comment être une mère dans une société patriarcale, en passant par l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille, l'entrée à l'école, la gestion des crises, laisse-moi t'inviter dans la diversité des parentalités. Parce que le savoir, c'est le pouvoir, mais aussi ce qui permet parfois de mieux traverser nos doutes et d'encore plus profiter de nos joies. Je te souhaite la bienvenue dans Première Couche. Avant de commencer, j'aimerais te parler de 2 choses importantes. Tu peux réagir à cet épisode avec tes remarques, commentaires ou questions via la plateforme SpeakPipe en enregistrant un ou plusieurs messages sur speakpipe.com/première couche, tout attaché. J'y répondrai dans des épisodes bonus. Aussi, j'ai besoin de toi. Pour que ce podcast continue de s'améliorer, viens me rejoindre sur Tipeee pour le soutenir financièrement et avoir accès à des contreparties exclusives. Allez, place à l'épisode. Bonsoir à toutes et peut-être à tous, mais à mon avis, vu qu'il n'y a que 3 personnes dans le chat, il y a de fortes chances qu'il n'ait que des femmes. Alors je vais partir du principe de dire bonsoir à toutes. Bienvenue à l'enregistrement de la 2e table ronde du podcast sur un sujet qui fait parler de lui partout, tout le temps, sur lequel tout le monde a envie, même, et j'irais même jusqu'à dire surtout les personnes non concernées, l'allaitement. Allaitement au sein ou au biberon, pourquoi une telle dichotomie ? C'est le sujet que j'avais envie de vous proposer ce soir, et pour en discuter, j'ai invité quelques chouettes personnes. Flo, salut. Salut. On t'entend pas très bien, mais on va tendre l'oreille. Tu es aussi connue sous ton nom complet Anne-Florence Salvetti-Lyon. Tu es la maman de 2 filles de 6 et 2 ans. Tu as allaité au sein. Tu allaites encore, d'ailleurs, ta 2e. Et tu as écrit, entre autres, le merveilleux livre « Mes seins, mon choix », qui est un essai féministe sur l'allaitement et sur son histoire, et que je répète, j'ai lu et adoré. Bref, l'allaitement au sein, ça te connaît, et même l'allaitement de manière générale, ça te connaît. Mélissa, salut. Salut. Tu es la maman d'une petite fille de 5 ans, et toi tu as allaité au biberon par choix. Léna, salut, je vais dire salut à tout le monde. Salut Manon. Tu es la maman de 2 enfants, un garçon de 4 ans et une fille d'1 an et demi. T'as allaité au sein tes 2 enfants, mais t'as été forcée de passer au biberon pour ta 2e, plutôt que ce que t'aurais aimé, pour des raisons de santé. Raphaël, enfin, salut. Salut. Tu es la maman de 2 petites filles de 4 et 2 ans. Dis donc, il y a beaucoup de petites filles dans ce panel. Toi, tu as fait le choix du biberon pour ta première et le choix du sein pour ta 2e. Voilà un petit peu qui est avec moi ce soir. Et moi, si tu me connais pas encore, chère auditrice, mais j'ai des doutes, mais je vais quand même me représenter. Je suis Manon, la créatrice de ce podcast. Je suis la maman de 2 enfants de 3 ans et un de 7 mois. J'ai allaité ma fille aînée pendant un peu moins d'1 an et j'allaite encore mon fils pour une durée complètement indéterminée. Je pense qu'on a un panel assez étendu, même si non exhaustif, évidemment, de situations tournant autour de l'allaitement ce soir. Avant de commencer, j'aimerais préciser que le terme d'allaitement pour parler du sein ou du biberon, c'est un choix assumé de ma part. Certains ne sont pas d'accord avec ce terme, je le sais. Mais pour moi, l'allaitement, c'est avant tout l'action de donner du lait à son bébé, donc ça fonctionne dans les 2 cas. Et puis je suis chez moi, alors je fais bien ce que je veux. Mesdames, j'adore, ça fait hyper solennel. Je propose de m'arrêter de parler et de plutôt vous écouter. J'aurai donc une première question. Est-ce que vos choix, quand ça a été un choix, donc, ont été faciles à faire personnellement, mais aussi sociétalement ? Personnellement, j'ai été en raccord avec mon envie et je n'ai été embêtée ni par mon entourage ni par la maternité. Donc pour rappel, moi j'avais fait le choix de nourrir ma fille au biberon dès le départ. J'ai pas fait de tétée d'accueil, rien du tout. J'étais renseignée puisque j'étais entourée de personnes qui allaitaient. Je savais que ça pouvait être compliqué et en fait je pense que ma propre histoire
Et mon propre entourage a fait aussi que j'ai fait le choix du biberon, puisque autour de moi, quasiment personne n'a allaité, donc c'était pas quelque chose qui s'imposait à moi. Donc j'ai fait le choix du biberon et j'ai pas eu de soucis à ce sujet. Raph? Moi, pour ma première, donc j'ai fait le choix du biberon et personnellement, j'étais assez raccord avec mon choix. C'était réfléchi et décidé. Je pense que c'était déjà beaucoup de bouleversements pour moi d'envisager d'avoir un enfant et de l'attendre et de l'avoir. Et je me voyais pas rajouter l'allaitement au sein là-dedans, sachant que j'avais une image que ça pouvait être compliqué les premières semaines. Donc j'étais raccord. La maternité m'a pas du tout embêtée là-dessus. Les soignants, j'ai jamais eu de réflexion désagréable. Dans mon entourage, on m'a pas mal posé la question, mais de façon plutôt bienveillante, ça n'a jamais été un reproche. Et ensuite, le choix du sein, pareil, c'était raccord avec moi-même. J'avais envie de tenter l'aventure pour ma deuxième et probablement dernière. Et pareil, j'ai été bien accompagnée dans la maternité où j'étais là-dessus, qui était plutôt bien formée sur l'allaitement et qui n'a jamais été non plus dans le jugement par rapport au fait que c'était mon premier allaitement pour mon deuxième enfant. Et dans mon entourage, j'ai eu pareil un peu de questions sur pourquoi j'avais changé d'avis, mais pas de jugement non plus. C'est plus maintenant qu'elle a un peu plus de 2 ans et que je continue à l'allaiter que j'ai plus de mal à en parler parce que j'ai plus peur de jugement maintenant que quand elle est née. Ah oui, t'as déjà eu des remarques? On m'a déjà demandé dans mes proches quand est-ce que je pensais arrêter, ouais. D'une façon de dire oh, ça commence à faire long. Je vois. Léna? Moi, en fait, pour mon premier, j'avais pas envie d'allaiter. J'envisageais pas ça et j'envisageais même pas spécialement la tétée d'accueil. Enfin, ça me mettait un peu mal à l'aise enfin, je voyais vraiment les seins comme quelque chose d'hyper sexuel. C'était très sensible pour moi. C'était vraiment une zone hyper érogène et vraiment je l'envisageais pas. Et je me souviens en avoir parlé avec ma mère qui donc m'a allaité et a allaité mon frère à peu près 1 an. Et elle était hyper étonnée et elle l'a pas manifesté de manière jugeante. Elle m'a juste dit mais pourquoi? Elle m'a dit c'est quand même un peu dommage. Et en fait, sur le coup, ça m'a un peu vexée. Je me suis dit, enfin, je fais quand même ce que je veux. Et puis, je me suis dit, bon, c'est vrai, après tout, c'est vrai que je vais quand même produire du lait. Je pourrais peut-être essayer. Je me suis dit que j'allais essayer, donc j'ai essayé. Et en fait, j'ai trouvé ça complètement dingue. Et ça m'a un peu transcendée, en fait. Je me suis dit, mais c'est fou quand même. Je produis de quoi nourrir mon enfant. Bon, je vais essayer de continuer du coup. Et voilà. Et après, la mise en route a été un peu difficile et ça m'a un peu. Alors que je m'étais dit que je me mettrais pas la pression, ça m'a mis un peu la pression. Et là, pour le coup, pour répondre à ta deuxième interrogation, qui était plutôt au niveau sociétal, moi, je me suis sentie un petit peu. Maintenant que j'ai essayé, il faut que je finisse, tu vois. Ouais. Donc j'ai eu l'impression qu'il fallait que j'aille entre guillemets jusqu'au bout, ce qui ne veut rien dire, hein, quand même, parce qu'il n'y a pas vraiment de mais bon. Et du coup, je me suis un peu sentie obligée de entre guillemets de continuer. De continuer. Enfin, en fait, j'avais envie de continuer, mais en même temps, j'avais l'impression qu'il fallait que je le fasse. Maintenant que j'avais commencé, je pouvais pas m'arrêter comme ça, quoi. Et toi, Flo? Oui, moi j'étais sûre de vouloir allaiter. C'était un choix vraiment certain. Et puis surtout, je sais pas, c'était très fort en moi. Et j'ai quand même eu des petites remarques avant même d'avoir accouché, parce que je disais j'aimerais bien allaiter 6 mois, et on me disait mais n'importe quoi, 6 mois c'est beaucoup trop long. Ah oui. De toute façon tu verras, c'est compliqué, ça tu vas abandonner avant. Et moi ça m'avait quand même pas mal contrariée. Parce que voilà, on me coupait déjà dans mon élan alors que mon bébé était même pas là, quoi. Et puis en fait oui, une fois qu'elle est née, donc j'ai commencé à allaiter, j'ai aimé ça, enfin j'y ai vite trouvé mon compte. C'était même pour moi le seul truc vraiment bien dans mon début de maternité. Donc je crois que je m'accrochais à ça comme à une bouée. Et dès qu'elle a eu 3-4 mois, j'ai commencé à avoir encore des remarques. Quand est-ce que tu la passes au biberon? Elle commence à être grande. Voilà. Et bizarrement, à partir de ces 6 mois, j'ai plus trop eu de remarques.
Ils ont abandonné. J'ai l'impression que c'était, ouais, c'est ça, c'était concentré avant, puis là ils se sont dit ouais, elle a dépassé 6 mois, c'est bon, là c'est cause perdue. Et après non, j'ai eu moins de remarques et donc je l'ai allaitée 15 mois et ma deuxième, donc je l'allaite encore, elle a un petit peu plus de 2 ans et demi. Et j'ai eu beaucoup moins de remarques pour la deuxième. J'étais habituée. T'étais vraiment une cause perdue. Ouais, c'est ça. J'étais résignée. C'est ça. Léna, du coup, je suis désolée, je t'ai coupé, je pensais que t'avais fini, mais du coup, je te redonne la parole pour que tu finisses. Ah non, mais c'est pas très grave. C'est qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est que du coup, pour ma deuxième, c'était. Je me suis même pas posé la question. Là, pour le coup, j'avais très très envie de l'allaiter. Et je savais que ça allait marcher et que ça allait pas être un problème. Ce qui a été le cas. Après, ça aurait pu être un problème quand même. Mais en l'occurrence, là, j'étais beaucoup plus détendue avec cette idée et beaucoup plus sûre de moi. Et ce qui fait que du coup, ça a été beaucoup plus compliqué de la sevrer que mon premier. Oui, en plus, t'as dû le faire beaucoup plus tôt que ce que tu pensais. Bah, c'est ça qui était difficile, ouais. Flo, j'ai envie de te demander un truc et je suis désolée par avance parce que je ne t'ai absolument pas prévenue. D'accord. Mais est-ce que tu pourrais juste faire un rapide topo sur quand est-ce qu'est arrivé le biberon et dans quel contexte ? Oui, bien sûr. Le biberon en Europe, donc, alors, les biberons ont quasiment toujours existé parce on a même retrouvé des prototypes dans l'Antiquité, etc. Donc ça a toujours existé. Mais on va dire que les biberons vraiment stérilisables sont arrivés au début du XXe siècle, en même temps finalement que les laits sûrs, quoi, les laits qui ont été bouillis, voilà, stérilisés aussi, pasteurisés. Donc pareil, début du XXe siècle, et donc c'est à ce moment-là qu'on a pu vraiment donner des biberons de manière sûre à ses enfants. Quand ils ont commencé à, oui, quand on a commencé à plus devoir il y avait les tuer plus de problème pour, les allaiter. Exactement, voilà, c'était plus dangereux pour eux, quoi. Et ben alors, je vous lance les filles pour là c'était une petite intro, mais je vous lance à votre avis, pourquoi il y a cette non, je vais le redire, hein, ce mot je l'aime trop. Pourquoi il y a cette dichotomie? Moi personnellement, je pense que ça vient de l'histoire. On a un passif en France qui est quand même particulier avec l'allaitement, c'est qu'on a fait de l'allaitement mercenaire beaucoup plus longtemps que nos voisins européens. Et l'allaitement mercenaire, en fait, c'est le fait de confier ses enfants à des nourrices pour qu'ils les allaitent, Okay. pour qu'elles les allaitent. Et on l'a fait voilà très longtemps, jusqu'au début du 20e justement, quand les premiers biberons sûrs sont arrivés sur le marché. Et en fait, les bébés chez les nourrices, bah, malheureusement, à 70%, ils mouraient la première année. C'était hyper mortifère, ce qui fait que on a, je pense, gardé cette image de l'allaitement comme quelque chose de dangereux. Alors c'est pas quelque chose aujourd'hui dont on a conscience, mais je pense que on peut peut-être trouver la scission qu'il y a, voilà, entre allaitement et biberon dans ce passé-là, je pense. Ah, c'est hyper intéressant. Ouais. Allez-y les filles, maintenant faut rebondir derrière. Bah, alors moi j'avais pas d'avis, j'avais pas d'idée et maintenant j'en ai encore moins. Moi, Mais je trouve que c'est hyper intéressant. et aussi comme, enfin, l'allaitement au biberon a été vu aussi comme une libération de la femme. Et je pense que c'est aussi ça qui fait qu'il y a une distinction, le fait de pas être esclave de son bébé. Et après c'est revenu, on va dire que l'allaitement est revenu comme étant le meilleur. Parce que on est revenu, on va dire, sur le maternage proximal et tout ça. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait la distinction, c'est de dire de pas être l'esclave de son bébé et ou de l'être, quoi. Enfin, même si je trouve ça ridicule personnellement, mais et je n'ai pas allaité, je précise. Mais je pense que c'est ça aussi qui fait cette distinction. Oui, il y a clairement une opposition. Effectivement, c'est vrai que le biberon, ça a apporté beaucoup aux femmes parce que ça leur a permis de plus rester cantonnées à la maison. À une époque où, voilà, si elles gardaient leur bébé avec elles n'avaient pas le choix. Donc c'est pour ça qu'elles les envoyaient chez les nourrices. Et effectivement, ça les a permis de les confier à la voisine avec un biberon et puis voilà, de pas rester au foyer, quoi. J'aimerais bien rebondir sur un truc que tu viens de dire, Mélissa. Tu avais parlé du fait que cette phrase, l'allaitement au sein, c'est le meilleur. Le lait maternel, c'est le meilleur. Aujourd'hui, on sait que dans nos pays développés, c'est quand même assez kiff-kiff. Qu'est-ce que vous
vous ressentez quand on vous dit ça, quand on vous dit ah bah quand même le lait maternel c'est le mieux, alors tout le monde a le droit de faire a le droit de donner le biberon, mais le lait maternel c'est quand même le meilleur pour ce qui est pour son enfant. Il y a vachement, tout un truc autour de ça, je trouve, de dire que oui, mais que techniquement le lait maternel c'est le meilleur parce qu'il s'adapte, parce que les anticorps, tout ça, quoi. Moi, ce qui me met mal à l'aise dans cette affirmation, elle est pas tant d'un point de vue du meilleur au niveau, on va dire, biologique. Ce qui me met mal à l'aise, c'est que ça peut permettre ça met de côté ce qui est le meilleur pour soi-même. Et du coup, ce qui peut aussi être le meilleur en termes de santé mentale. Oui. Puisqu'il y a des personnes qui ont aucune envie d'allaiter. Et si elles le faisaient, peut-être que ça les rendrait très malheureuses et peut-être qu'elles seraient en dépression à cause de ça. Et pour moi, ça fait aussi partie de ça, donner le meilleur à son enfant. En fait, c'est aussi donner le meilleur de ce qui nous correspond. Alors moi, je sais que je déteste cette affirmation et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas allaité mon aîné aussi, un peu par esprit de contradiction. Parce que j'avais 2-3 personnes dans mon entourage qui étaient très là-dedans. L'OMS recommande l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, puis jusqu'à 2 ans. Enfin voilà, j'avais 2-3 proches qui étaient un peu dans ce discours-là et ça m'énervait beaucoup parce que j'étais déjà pas dans une volonté d'allaiter et du coup ça a contribué au fait que j'ai voulu donner le biberon un peu. C'était genre, vous allez voir si moi aussi je donne pas le meilleur à mon enfant, puisque c'est comme ça, et c'est très bien. Donc ça m'agace, et en plus, je pense qu'en effet, c'est pas du tout adapté au contexte français, et ça pousse à dire que si tu fais pas le choix de l'allaitement, tu fais pas le choix du meilleur. Tu fais pas le choix du meilleur, alors que comme dit Léna, le meilleur, c'est aussi être capable de donner ce que tu peux donner à ton enfant et pas repousser tes limites à tout prix. Et je pense qu'il y a aussi des femmes qui poussent l'allaitement à tout prix quand elles rencontrent des difficultés au détriment de leur santé mentale, juste parce qu'on leur dit que c'est le meilleur, quoi. Ouais, moi je pense que c'est une phrase qui se veut informative, mais qui au final est complètement un repoussoir et hyper culpabilisatrice pour beaucoup de femmes. Et enfin voilà, je vois l'intention qui a été mise derrière cette phrase et au final je trouve que c'est complètement contre-productif et voilà, inintéressant. C'est comme pas mal de recommandations en fait, c'est pas forcément adapté à notre situation à nous en France et du coup c'est encore plus culpabilisant. Mais c'est vrai que dans certains pays, peut-être que oui, c'est la meilleure chose à faire. Mais pour nous, on n'est pas forcément concernés, quoi. Ouais, puis c'est surtout que ça s'inscrit dans un contexte où au final on a assez peu d'informations sur l'allaitement et aussi sur le biberon quand on est enceinte et qu'on veut avoir un enfant. Et du coup on a cette phrase qui est martelée, mais qui est pas suivie d'informations sur le sujet. Oui, c'est ça que je trouve aussi très agaçant dans le fait de pousser à l'allaitement, c'est que, enfin, pour en avoir discuté avec beaucoup de personnes, les personnes qui veulent allaiter au sein ne sont pas forcément aidées à le faire. C'est au début, c'est tiens, il faut que tu allaites, mais galère, on t'aidera pas, et surtout pas trop longtemps parce que après. C'est bof, enfin, c'est plus très sain. Donc, il y a tellement de contradictions, il faut le faire, mais on vous aidera surtout pas à le faire, quoi. Enfin, il y a certaines maternités qui sont formées, qui vont aider à la mise en place de l'allaitement, et d'autres qui vont laisser les mères galérer, et je trouve que c'est assez contradictoire avec la volonté de dire qu'il faut allaiter, que c'est le meilleur. Et en fait, on nous vend ça comme si c'était hyper simple. Et alors que, pour en avoir discuté avec beaucoup de personnes, c'est loin d'être le cas. Et quand ma meilleure amie était enceinte et qu'elle m'a dit qu'elle voulait allaiter, je lui ai acheté le guide illustré de l'allaitement. Je me suis dit, faut pas croire. Ça va être peut-être très simple ou peut-être très difficile. Donc si vraiment tu veux le faire, tiens, je te donne des cartes. J'étais très impliquée dans son allaitement. Mais la clé, c'est l'information, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Et... c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Petite, le savoir, c'est le pouvoir. Petite parenthèse dans le chat, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Ça... moi, j'ai très envie de savoir. Voilà, fin de la parenthèse. Je vous laisse continuer. Mais ou pas. Ah bah, il faut que tu nous relances. Hein. Non, mais c'est que je pensais avoir coupé Flo. Mais non. Ah, non. Manifestement.
Toi, Léna, quand t'as dû arrêter d'allaiter ta fille, ta deuxième, est-ce que ça a juste été un problème personnel, même si c'est déjà un sacré déchirement de ce que j'en sais, ou est-ce que ça a été, t'as été en plus pas aidée autour de toi? Ah si, j'ai été très bien aidée. Franchement, moi je suis plutôt entourée de gens qui ont allaité, qui sont favorables à l'allaitement, donc enfin, franchement j'ai vraiment été bien aidée. Et puis quand il s'est avéré que j'ai dû la sevrer du coup pour un problème médical qui faisait que je devais prendre un médicament qui était pas compatible avec l'allaitement, en fait, bien sûr au début j'étais un peu dans le déni en fait. Enfin, je me suis mise à pleurer et puis je m'étais dit bon après ça peut attendre peut-être quelques mois. Et en fait mes proches et les soignants, vraiment tous mes proches m'ont dit non mais en fait Léna, ta santé elle passe avant ton allaitement. Ce qui est vrai, enfin en fait je suis la première à le dire à mes amis et moi-même j'avais pas envie de me l'appliquer parce que j'avais vraiment pas envie de sevrer ma fille. Et donc non, j'ai été hyper bien entourée et hyper bien protégée par mon entourage. Ça a pas empêché que donc j'ai accepté l'idée. Après j'ai dû faire. C'était un peu comme un deuil en fait, comme le deuil de quelqu'un ou le deuil d'une situation. C'était bon, bah là, voilà, je suis passée par différentes phases. Des phases où j'étais super triste, des phases où j'étais super en colère contre moi-même, des phases où je m'excusais auprès de ma fille alors que son frère il a été allaité en mixte, donc c'était pas du tout. Enfin, le problème pour moi il était pas dans le fait de lui donner des biberons, pas du tout. Il était dans le fait de ne plus lui donner le sein. En fait, c'est ça qui me rendait triste. J'aimais vraiment beaucoup ce moment et je savais que ça allait s'arrêter et j'avais pas du tout envie. Mais non, j'ai été hyper bien entourée et j'ai personne qui m'a fait des réflexions bizarres ou désagréables. Tant mieux, parce que c'était déjà assez oui, difficile heureusement, comme ça. parce que c'était déjà... Ouais. non, vraiment, les gens me disaient toujours en premier, mais... Mélissa, Raph, vous qui avez... Ah, excuse-moi, Léna. Non, j'ai fini, c'est mon téléphone qui a un peu de mal, mais j'ai fini. Mélissa, Raph, vous avez donné le biberon en premier. Enfin, en premier pour toi, Raph, du coup. Est-ce que vous avez réussi à vous y retrouver assez facilement? Est-ce que vous avez été aidé pour... Parce que j'imagine qu'il y a aussi le choix du lait, le choix du biberon, le choix de la tétine. Enfin, pour être à essayer de donner le biberon à mon fils en ce moment, le choix de la tétine, je vois bien que c'est un calvaire sans nom. Mais comment... Parce qu'on nous aide pas avec l'allaitement, mais on nous dit qu'il faut allaiter. Et on nous aide pas avec le biberon non plus, je trouve. Non plus, d'accord. Je trouve, je sais que j'avais posé les questions du lait à la maternité et on me dit, de toute façon, c'est tous les mêmes. Donc, faites comme vous voulez. Les biberons, tu fais avec ce que tu trouves et ce qui te semble le mieux. Et puis même, je me rappelle le premier biberon qu'on a dû donner à ma fille, en fait, personne t'explique comment faire. Personne te dit comment faut tenir le bébé pour qu'il avale pas trop d'air. Personne te dit vraiment qu'il faut faire un roux derrière. Tu es un peu lâché comme si tu avais toujours donné des biberons à des bébés. Et je trouve qu'on t'accompagne pas du tout. Puis on te met un peu la règle. Moi, à la maternité, il y avait beaucoup la pression. Un biberon, c'est au moins 3 heures d'espacement parce que sinon ils vont avoir mal au ventre. Et puis telle quantité et pas plus et pas moins. Sauf que un bébé, c'est pas une horloge et ça marche pas toujours comme ça. Donc tu te retrouves, moi j'ai souvenir les premières semaines, les soirs, ma fille elle buvait 30 à 50 millilitres, mais toutes les demi-heures. Un peu comme un bébé au sein là qui va téter en grappe. Elle faisait pareil avec le biberon, mais nous on culpabilisait parce qu'on se disait elle boit pas assez, et puis elle boit trop rapprochée, et puis... Alors qu'en fait parfois faut juste laisser couler, mais personne te dit que... au biberon, finalement, c'est aussi comme au sein. Il y a des bébés qui ont leur rythme, et c'est pas forcément le rythme qu'on t'apprend dans les livres, et chacun fonctionne différemment. J'ai trouvé ça très, très stressant. Mélissa, t'as la même expérience? Personnellement, j'ai eu beaucoup de chance, dans le sens où ma fille
a pris le biberon que je lui ai donné directement. Enfin, à la maternité, c'est les petits biberons qu'ils nous donnaient. On a continué le même lait en sortant de la maternité, mais en version épaissie, parce que j'avais un petit glouton. Et donc, pour essayer d'espacer, justement, on avait pris du lait épaissi, et elle a gardé le même lait jusqu'à ce qu'elle boive du lait de vache. Donc j'ai pas été embêtée ni sur le choix du lait ni sur les biberons. Et elle prenait à température ambiante, donc vraiment pas eu de soucis. Mais par contre, j'ai eu le même problème que Raph à la maternité, avec mon petit glouton qui réclamait beaucoup plus vite que ce qui était préconisé, c'est-à-dire tous les 3 heures. Et la deuxième nuit, il m'avait donné le stock de biberons pour la nuit, sauf qu'au au milieu de la nuit, je les appelais pour dire j'ai plus de lait. Ils m'ont dit non mais madame, c'est pas possible, il faut la temporiser. Qu'est-ce que je vais faire en fait? J'ai un bébé qui a 2 jours qui hurle parce qu'elle a faim. Aidez-moi quoi. Donc ma première nuit, ça s'est passé comme ça. Au matin, une puère est venue me voir, je lui ai dit, elle m'a dit mais non mais madame, faut nous réclamer. Faut savoir en fait. Quand je réclame, on me dit non, il faut temporiser c'est toujours le problème du double discours entre l'équipe de nuit et l'écoute de jour. Ouais. J'ai pu constater que c'était un problème récurrent. Mais quand on est tout jeune maman avec un bébé tout neuf, on se demande si on le gave ou si on lui donne pas assez. Et c'est vrai que on n'est pas aidé non plus pour ça. Mais c'est vrai que le biberon, c'est vraiment... il faut espacer toutes les 3 heures. Et en fait, après, quand je suis rentrée chez moi, je me suis pas cassé la tête et j'ai fait à la demande, quoi. Elle voulait boire 70 ml et reboire 2 heures après. Elle rebuvait. Finalement, au sein ou biberon, c'est le même combat. T'es laissé dans ton... Comment dire ça poliment? Voilà. On a bien compris. Et moi, je me demande si on vous a aidé à couper la lactation. Pas du tout. J'ai de l'homéopathie. Ouais, c'est ça. On prescrit de l'homéopathie. Après, j'ai des sages-femmes qui venaient m'apporter des poches de froid ou qui me disaient de masser sous l'eau chaude et tout. Mais j'ai souvenir que ça avait été une vraie souffrance. J'avais passé 3 jours avec des seins là, durs comme la pierre. Et t'as le droit à rien. C'est l'enfer. Ouais, on nous a dit, il y avait un médicament super, mais maintenant il est interdit. Super, ça m'aide vachement. Merci de nous dire ça. Donc j'ai eu de l'homéopathie qui, en plus, on te fait une ordonnance pendant que t'es à la maternité et tu dois te débrouiller pour que quelqu'un te ramène les médicaments. Parce que sinon je devais attendre d'être sortie, donc j'avais envoyé le père de ma fille chercher ça à la pharmacie. Et parce qu'ils ont pas d'homéopathie dans leur Non, stock. Et puis... il faisait super chaud quand j'ai accouché et j'aurais vécu une chose, c'était de boire du thé à la menthe, mais il fallait surtout pas boire de menthe en même temps que l'homéopathie, donc c'était double peine. Ça me faisait rien. Il y a un moment, j'ai dit vas-y ton truc, laisse tomber. Et bien que quand je suis rentrée chez moi et que la sage-femme est venue pour le Prado, elle m'a dit essayez de mettre du chou. Il faut mettre un soutien-gorge pour pas avoir de frottement, pour pas provoquer de stimulation et tout. Donc non seulement j'avais des obus, mais en plus je devais mettre un soutien-gorge jour et nuit. Franchement, c'était magnifique. Mais apparemment, dans les autres pays, le médicament reste prescrit. On les laisse pas dans leur souffrance avec leurs seins qu'ils ont quadruplé de volume. Alors que j'avais lu qu'il y a eu... J'avais lu qu'il y a, je me souviens plus du nom du médicament, mais je vois ce dont tu parles. Et je crois que la balance bénéfice-risque, on a décidé en France que c'était pas favorable, que ça provoque, je crois, des problèmes cardiaques. Enfin, ça peut provoquer. Et je crois que voilà, c'est pour ça que en France, ils le donnent plus, mais bon, il y a aucune alternative, voilà. On pourrait au moins vous recommander de mettre du chou glacé dans vos seins. C'est quand même pas compliqué. Ouais, c'est clair. Lucille qui dit dans le chat, et moi qui pensais ne pas allaiter le 3e s'il y en a un jour pour ne pas me taper le douleur du sevrage, ça fait rêver. Et mais il y a des astuces, Lucille. Les tisanes de persil. Allez-y, balancez vos tips, les filles. Le taboulé libanais à tous les repas. Et la douche très chaude. Ah ouais.
Ah oui, ça marche Ouais. bien, Moi, ça je fait. faisais masser sous la douche, mais alors faut masser, mais pas trop Pas- pour pas pas stimuler. stimuler. Et ensuite, je collais des poches de froid dans mon soutien-gorge. C'était génial. Après, c'est passé personnellement assez vite, mais c'est vrai que c'est pas hyper agréable, quoi. Oui, ça passe en 3-4 jours, mais ça arrive au moment où t'as ta chute d'hormones. Donc, t'es déjà en train de pleurer, plus t'as les seins énormes. Enfin, ouais, au top, quoi. Qui font Quand mal, je- quand j'imagine. Ah oui, mais quand je me suis vue dans le miroir, j'ai eu un fou rire tellement c'était disproportionné par rapport à ce que j'avais habituellement. Je me suis dit, mais quelle est cette chose? Oui, Ça tu fait peux bon. accoucher à l'étranger pour avoir un médicament, Lucille, mais c'est un peu loin, quoi, surtout vu où t'habites. Ouais, c'est clair. Je veux dire, pour aller en Espagne depuis la Bretagne, Oui, c'est ça. faut pas un accouchement rapide, quoi. Faut avoir des problèmes. Je pense qu'on est tous, toutes plutôt, revendiquées plus ou moins féministes ce soir. Plus ou moins. Plus ou moins. Pas du tout. J'ai pas entendu Léna. Plus Plus ou moins, ça me fait rire. Oui, beaucoup plus que moi, c'est ça. C'est ça. Flo, je sais que ça a été c'est un vrai sujet aussi dans l'histoire de l'allaitement, tout le milieu féministe, pardon, dans la scission sein et biberon. Est-ce que comment c'est aujourd'hui? Parce que dans l'histoire, il y a eu forcément des décisions, comme j'ai dit, mais allers-retours, aujourd'hui, en 2023, est-ce que c'est un peu plus modéré ou c'est encore pire? Aujourd'hui, je pense que la plupart des féministes sont quand même pro-choix pour l'allaitement, voilà, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux. Il y a eu un courant féministe vraiment anti-allaitement après la Seconde Guerre mondiale, mais qui s'explique très logiquement à mes yeux, puisque c'était vraiment disons que l'allaitement contraignait vraiment les femmes à la maison. Elles pouvaient pas être libres, elles pouvaient pas sortir, elles pouvaient pas travailler. Enfin, c'était vraiment, si tu voulais allaiter, tu restais chez toi. Donc, je comprends tout à fait qu'effectivement, l'allaitement était vu comme quelque chose de totalement pas féministe, tout comme la maternité d'ailleurs à l'époque. Et dans les années 70, on a changé un peu de cap, et avec voilà, c'était plus vu comme quelque chose où on pouvait se réapproprier son corps, on pouvait trouver du pouvoir dans le fait d'allaiter. Et aujourd'hui, je dirais qu'il y a toujours des féministes qui sont anti-allaitement. Après, je pense que c'est compliqué de se revendiquer quand même ouvertement anti-allaitement aujourd'hui. Mais ouais, globalement, je dirais que la plupart des gens sont vraiment ton corps, ton choix. Et est-ce qu'il y a des féministes anti-biberon? Je Ah oui. pense qu'il y en a. Ouais, Ah ouais, oui, il y en a. Ah oui, Mais oui. c'est pareil, est-ce qu'elles le disent ouvertement? Tu vois, là, je peux pas t'en citer, quoi. Ouais. Mais je pense qu'il y a de tout. Après, je trouve qu'aujourd'hui, dans le féminisme, il y a encore une grande dualité entre celles qui intègrent la maternité et les féministes qui sont dans leur combat et qui mettent la maternité comme quelque chose d'étant vraiment anti-féminisme. Au-delà de l'allaitement, ça s'applique à la maternité globalement, je trouve. La maternité, c'est souvent le dernier combat des féministes. Mais moi, je trouve que depuis, je dirais 5 ans, ça change. Et on voit que tous les sujets du postpartum, des grossesses arrêtées, voilà, des choses comme ça reviennent un peu sur le devant de la scène, et on commence à les défendre comme des vrais sujets féministes et pas justement des sujets de seconde zone. C'est très très récent. Hein. Ouais. Léna, je t'ai senti... Non, mais j'étais entièrement d'accord avec ce que disaient Flo et Raphaël. Je renchérissais avec entrain. C'est pas facile d'entendre un enchérissement quand il n'y a pas de son. Ah, c'est du mal à t'entendre. Ah, je suis désolée, pourtant je mange vraiment mon micro. Mais Bah, alors, je peux pas par contre, quand le le micro manger. est au fond de la gorge, c'est pas mieux, Léna. Hein. Et ben écoutez, moi j'ai un petit peu de mal à aller. J'ai fait un peu le tour de mes questions. Ah, on est trop d'accord. Vous êtes trop d'accord, On discute exactement. un peu. Vous pourriez pas vous fighter un petit peu là, histoire que ça fasse du clic. Non mais globalement, aujourd'hui, pour quelqu'un qui aurait peur de se confronter à la société, vous auriez envie de lui dire quoi?
Je pense qu'il faut être très à l'aise avec son choix, peu importe son choix, pour bien le vivre, parce que sinon on peut vite se laisser, va sombrer en fait. Si on assume, je pense que si le choix est pas assumé, ça doit être compliqué. Moi personnellement, j'ai été hyper renseignée sur l'allaitement. Enfin, quand j'ai eu le cours de préparation à la naissance et qu'on nous a parlé de l'allaitement, j'étais avec 3 femmes qui voulaient allaiter et c'est moi qui en savais le plus, quoi. Ça faisait marrer la sage-femme et tout, mais parce que j'étais à l'époque sur le forum et il y avait beaucoup de femmes qui allaitaient. J'étais très renseignée. C'était vraiment pas un choix par défaut. Ouais, il faut être à l'aise avec son choix et l'assumer parce que sinon Moi, j'ai envie de renchérir en disant qu'il faut être à l'aise avec son choix et en plus entouré de gens qui vont nous soutenir quel que soit le choix. En c'est fait. ça. Ouais, Et pas uniquement des gens bien renseignés sur l'un ou l'autre en fait, parce que parfois avoir envie d'allaiter et être entouré de gens qui sont à fond allaitement, ça peut être un peu oppressant et l'inverse est vrai aussi, j'imagine. Et donc être entouré de gens qui ont traversé peut-être les mêmes choses que nous ou qui en tout cas vont nous soutenir quoi qu'on fasse, je pense que c'est hyper hyper important. Ouais, c'est ça. De pas être jugé, À commencer peu importe par le conjoint ou la Mais conjointe. pas seulement pas de juger, vraiment Ouais. de s'accompagner Ouais. dans tes difficultés ou dans tes choix en te donnant des soutiens, voire des conseils qui vont te rassurer en fait. Moi je disais le soutien du conjoint et de la conjointe c'est super important. En tout cas, il y a des études au niveau de l'allaitement qui le montrent qu'un allaitement, quand t'es vraiment soutenu par le coparent, se passe beaucoup mieux. C'est pas déconnant non Tu plus, peux, quoi. Ouais, c'est clair. Est-ce que les conjoints sont plus impliqués avec le biberon? Moi, je pense que ça dépend du conjoint. Ouais. Dans les que deux ça cas, tu peux t'impliquer et c'est un choix à faire de sa part. C'est ça. Mais c'est, voilà. Ok, quand tu as le biberon, tu peux donner le biberon, mais je connais aussi des couples où le biberon est donné dès le début et les papas donnent pas plus de biberon. Hein. Donc, tu peux quand tu n'as pas la volonté d'entendre ton enfant, voilà. au Ça biberon, marche. ça change pas grand-chose, je pense. Quelle que soit la façon dont il est nourri, c'est une volonté, je pense, du conjoint de s'impliquer à sa manière. Lucille qui demande et les idées reçues type bébé fait plus vite ses nuits au biberon, vous en dites quoi avec vos différentes expériences? Merci Lucille de m'aider. Est-ce que les nuits sont plus simples à deux avec le biberon? Alors, je vais me permettre de répondre juste avec mon expérience J'ai eu 2 expériences d'allaitement et 2 expériences très différentes de sommeil. J'en ai une qui a fait ses nuits très très vite, à 3 semaines, et l'autre qui fait toujours pas ses nuits à 7 mois. Donc, je vous laisse dire. Pour l'allaitement, en tout cas, moi, j'ai ça. Pour avoir fait les deux, mon aîné s'est réveillé pendant longtemps, de nombreuses fois pour qu'on lui redonne sa tétine la nuit, alors qu'elle était au biberon, même si elle a arrêté de manger la nuit beaucoup plus tôt, parce que je crois qu'à 5 semaines, elle avait quasiment plus de biberon de nuit. Mais elle s'est réveillée quand même. Voilà. Et ma deuxième, bon, on a dû un peu pousser pour la sevrer la nuit, mais elle a mis autant de temps à vraiment dormir, donc je n'ai pas vraiment vu la différence. À part qu'en effet, tant que ma grande, elle prenait le biberon, on pouvait s'alterner sur les réveils la nuit ou s'alterner les nuits, ce qui est plus compliqué avec l'allaitement, sauf à mettre une vraie logistique en place ou faire du mixte la nuit. Enfin, c'est vrai que c'est possible, mais moi, c'était pas mon choix. Et du coup, quand elle se réveillait toutes les 2 heures pour téter, ben, c'était que pour moi, quoi. Je n'ai pas la réponse à cette question puisque moi, mes 2 enfants ont fait leur nuit avant d'être sevrés. Mais par contre, moi, j'ai clairement pas, encouragé la tétée de nuit. C'est-à-dire que si mes enfants, si mes bébés acceptaient de se rendormir sans le sein la nuit, ça m'arrangeait. Du coup, je leur donnais pas forcément le sein. Pas quand ils étaient minuscules, hein, mais Pas en première intention. on va dire quand sauf les toutes premières semaines. Mais après, quand je voyais qu'ils arrivaient à se rendormir autrement, j'encourageais ça et ça a peut-être joué ou peut-être pas joué, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai 2 enfants qui ont été allaités et qui ont fait leur nuit en étant allaités. Voilà.
Et ben moi, j'ai donné que le biberon et mon petit glouton m'a réclamé un biberon jusqu'au moins, je crois, 10 mois la nuit. Mais en plus, à la diversification, c'était une très petite mangeuse, donc elle se rattrapait sur le biberon au moment du coucher, plus celui de la nuit, quoi. Donc c'était un petit glouton du lait, quoi, pas un petit glouton du solide. Bon, on n'est pas l'INSEE, on n'est pas un panel représentatif, Non. certes. Flo, il y a des chiffres là-dessus? Ouais, il y a des chiffres. Alors moi, tu vois, instinctivement, je t'aurais dit que tu dormais plus mal en allaitant. Parce que moi, j'ai eu des expériences plutôt nulles à ce niveau-là, mais surtout la première. Mais et que surtout c'est ça, que je suis entourée d'amis, de femmes dont les bébés ont tous dormi très très rapidement. En étant majoritairement au biberon. Donc c'est vrai que moi, dans mon panel, tu vois, autour de moi, je me suis dit, voilà, c'est l'allaitement. Mais effectivement, il y a des études là-dessus qui montrent qu'en fait, non, ça change rien. Ça dépend des bébés. Et ouais, non, mais c'est ça, voilà, c'est pas la nourriture, c'est le bébé. Et aussi que quand tu allaites la nuit, a priori, tu te rendors plus vite et que donc t'es peut-être pas plus en déficit de sommeil, voire le contraire. Ouais. Asban dit d'après ma mère en donnant le Donc, bib. kiff, quoi. Mais arrête d'écrire parce que ça fait bouger les messages. D'après ma mère en donnant le bib, les bébés dorment plus rapidement. Also, ma mère, je vous ai allaité 3-4 mois, vous avez dormi à 18 mois. Le bib a donc mis seulement 14 mois à agir, ça fait long quand même. Après, je pense qu'il y a un avis faussé, parce que moi, j'ai remarqué en parlant parfois avec des amis, ils disent que leurs enfants dorment la nuit, mais en fait, ils se relèvent quand même 3-4 fois pour remettre une tétine. Donc, je crois qu'en fait, ça. les enfants au biberon vont peut-être manger moins longtemps la nuit, mais ils se réveillent parfois pour d'autres choses. Et alors, ça prend peut-être moins de temps que donner le sein, mais c'est tout aussi relou quand tu dois te sortir de ton lit à 3h du mat. Ah ouais, un réveil reste un réveil, je pense. Voilà. Et puis, zut, j'ai perdu ce que je voulais dire. Nous ne savons pas maintenant. Ah, Lucille a reposé une question. Bah tant pis, je reviendrai, je retrouverai peut-être tout à l'heure. Oui, effectivement, Lucille l'a dit, j'ai peut-être zappé ce que vous en avez parlé au début de la table ronde, mais est-ce qu'il y a autant de pression à la prise de poids du bébé? Donc j'imagine en cas de biberon, parce qu'effectivement, l'allaitement, il faut absolument qu'ils reprennent le poids avant qu'on sorte de la maternité. Alors à la maternité, je pense que c'est identique. Il faut que le bébé commence à reprendre du poids, voire ait repris son poids pour sortir. Je me rends pas bien compte, c'est vrai que ma grande, elle a quasiment pas perdu de poids et on est resté pour d'autres raisons très longtemps à la maternité, donc autant dire que son poids, elle l'avait bien repris quand on est sorti. J'ai l'impression qu'au biberon, il y a peut-être moins de perte de poids après la naissance parce qu'ils ont tout de suite du lait quand t'es à l'allaitement. Il faut quand même que t'attendes la montée de lait avant que ce soit vraiment reparti. Donc t'as peut-être moins de stress ou moins d'attente de la part des équipes à partir du moment où ils voient que le bébé mange telle quantité toutes les 3 heures et ils sont contents. Oui, je pense que c'est ça qui change. Je suis d'accord. J'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure. Sur les réveils nocturnes, le ressenti est très parent dépendant. Il y a des personnes qui peuvent se lever 8 fois la nuit, qui disent ouais, j'ai passé une bonne nuit. Bon, peut-être pas 8 fois quand même, hein, on est bien d'accord, j'exagère. Et il y a d'autres personnes qui sont ces gens qui vont se lever une fois et qui vont dire mais j'ai passé la pire nuit de ma vie. Et c'est pas alors ça peut être difficile à entendre, mais il n'y a pas de problème il n'y a pas de manque de légitimité d'un côté ou de l'autre, quoi. C'est juste pour dire ce que tu disais, Raph, les réveils tétines par exemple, mais faire ces nuits, ça n'a pas du tout les mêmes significations chez les uns, chez les autres, et les ressentis non plus. Voilà, c'était pour... Et j'ai une question du coup pour celles qui ont allaité dès à la maternité et tout. Vous deviez noter à chaque fois que vous nourrissiez votre bébé? Oui. Non, pas moi. Moi j'ai bidouillé à chaque fois. Parce que, moi je me souviens que j'ai eu un petit livret où je devais le noter les biberons, les couches, machin et tout, et j'ai absolument rien noté. On ne m'a jamais demandé ça, et quand j'ai découvert qu'on demandait ça dans des maternités,
Ça m'a hyper choquée, mais moi jamais. Alors, dis-toi que Ni les couches, ni les allaitements, ni rien du tout. à la maternité pour ma grande, on est resté quelques jours en unité kangourou. Et la nuit, je devais appeler l'infirmière pour dire quand elle avait pris son biberon et combien elle avait bu à chaque fois. Ah ouais. Wow. C'était horrible. Ça aide vachement au endormissement, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est clair. Non seulement tu donnes le bib, tu vas changer la couche, ensuite faut que tu téléphones. Tu dois faire l'euro et machin, et t'attends C'est une ça. Une demi-heure fois que avec t'as ton appelé, bébé bah, droit. c'est de nouveau l'heure de donner à manger. Voilà. C'est ça. Mais ça me fait me poser une question. C'était des maternités de niveau combien, vos maternités qu'on demandait le livret? Parce que moi j'ai accouché dans une maternité de niveau 3 pour ma fille et j'avais ce fameux livret et je suis en train de me rendre compte que pour Isaac, c'était une 2B et j'avais pas ce livret ou alors Moi, je l'ai c'était une balancé. 2B d'après ce que me dit Internet, parce que je savais pas. Moi, c'était 2B et 1 et on m'a demandé. Ok, Moi, c'était donc, rien à niveau voir. 3 et niveau 1 et je crois que pour ma deuxième, on m'a demandé aussi, on me demandait au moins les heures, mais je me souviens plus, tu vois. Ouais. Ça m'a oublié. Après, j'ai eu le livret, je le remplissais pas et on m'a pas trop pris la tête quand même, donc il y a peut-être des gens que ça a rassuré. Par contre, j'ai eu un cours sur comment faire un biberon. Ah, C'est pas mal, ça. Le deuxième jour, en fait, on avait une réunion avec notre bébé. j'imagine. Non mais vraiment, on devait pousser notre petit berceau dans la salle. Là. Et il y avait une père qui faisait une petite réunion, qui disait un peu sur des règles d'hygiène de base et dire pour faire un biberon, d'abord il faut nettoyer le plan de travail, il faut se laver les mains et il faut mettre l'eau avant et après on met le lait, parce que sinon ça fait pas la bonne quantité d'eau. J'ai eu un petit cours comme ça. Bon après je savais déjà faire un biberon, mais c'était pas mal quand même. Ouais, c'est pas mal parce que c'est vrai que si t'as jamais fait, Bah c'est ouais. pas forcément évident. Oui, surtout qu'en plus à la maternité tu fais aucun biberon. Oui, Donc, c'est vrai, ils donnent les mini-bibles. Ils sont T'es pré-remplis. lâché dans le grand bain quand t'arrives chez toi, donc si t'as pas expliqué comment faire, tu peux vite le faire à l'envers. Bah tu vois, typiquement le coup de l'eau avant le lait, Je savais pas j'y aurais ça. pas pensé. Oui, c'est tout con, mais je me suis fait avoir aussi. Ouais, pour avoir La bonne quantité. pour avoir 60 ml, tu dois mettre tes 60 ml d'eau en premier et après tu mets tes doses. Parce que si Ah, tu dit mets tes comme ça, doses c'est avant, logique. Bah ça va. Bah oui, mais c'est vrai que quand Faut tu lire sais la pas, boîte, quoi. Ouais. Si tu sais Et pas. puis Ça, ça, c'est écrit sur la boîte, c'est ça, vrai. et puis ça se mélange vachement mieux quand tu mets l'eau en premier. Ouais, mais des fois, à 3h du matin, t'es un peu la tête dans le cul, tu mets ta poudre, et après tu fais attends. Après, ouais, c'est là tu fais. Non, mais après, même les dosettes, hein. Parce que quand il mange 30 ou 60 ou 90 et que t'en as que 3 à mettre, ça va. Mais quand t'es en pleine nuit et que t'as pas préparé d'avance et que tu fais des 150 ou des 180 et t'es là, j'en ai mis combien déjà? tu fais le biberon à la lumière d'une veilleuse, donc tu vois même pas ce que t'as mis. Oui, c'est du vécu, tout à fait. C'est totalement du vécu. Ça s'entend. Et tiens Flo, le tire-lait, c'est apparu quand? Ah ben là, tu me poses une colle comme ça. Ah, j'étais pris en défaut. Voilà, j'ai pas révisé. Je saurais pas te dire quand c'est apparu. Je dirais au moins début 20e, je pense. Parce que 1953 probablement, mais- d'après... Exactement. Voilà. Je fais des petites recherches en J'y même étais temps. pas du tout, donc. Le premier tire-lait électrique. Parce que ça Mais c'est aussi, vrai ça qu'on a dû... parle- Pas beaucoup du tir-allaitement exclusif. Moi, j'ai une amie qui a fait du tir-allaitement exclusif plusieurs mois pour chacun de ses enfants. Waouh. Et il y a vraiment un manque de représentation. Bah clairement, de, bah rien voilà, ce soir. de cet allaitement-là. Ouais. Exact. Et je suis admirative des femmes qui font ça. Ouais, moi aussi. C'est clair. Ouais. Putain, moi aussi. Ça doit être même sans avoir allaité, je me rends compte que ça doit être une logistique incroyable. Bah, t'as un peu les inconvénients des deux, quoi. Oui, mais en même temps, bah tu vois, enfin voilà, elle voulait pas allaiter au sein, ça l'intéressait pas Ouais. d'avoir son bébé au sein, et par contre, elle voulait donner son lait, donc tu vois, voilà, il y a des personnes qui s'y retrouvent totalement. Ah, mais tant mieux, clairement. Et Ouais. non, mais je trouve ça aussi très admirable parce que ça me paraît une charge énorme. Ouais, c'est vrai. Asmund Voilà, dit, on d'après on pense au tir allaitante ce soir. Petite pensée. le MUSEM. Le MUSEM, je ne sais pas ce que c'est. Ça doit être un C'est musée. le musée Oui, à de Marseille. Marseille. D'accord, à Marseille, donc, que j'ai visité cet été. Il y avait des tire-laits manuels au 19e de mémoire.
Ah, Ouais, ça m'étonne pas. Hein. oui, ça Oui. m'étonne pas non plus. J'avoue que 53, À mon avis, je trouve ça doit 53, être c'est le mais- tirelet électrique. Oui. Ah, ok. En France. Ah oui, ok, ouais. Ouais. Ouais, il y avait des ventouses, quoi. Des... Ouais. On sent une certaine Oh là, Dubitativité. dubitativité. Je me suis lancée dans un mot. Et donc le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée. Merci Asmo et Lucille pour cette précision. Non, parce que parce que l'allaitement, effectivement, ça, à l'époque, ça clouait, j'allais dire au lit, à la maison. Mais en même temps, au lit, ça devait pas être non plus déconnant. Mais le tire-lait, ça a dû être une sacrée révolution aussi. Bah, je suis pas sûre dans le sens où ça n'a pas été. Enfin, tu vois, on n'en a pas parlé, même aujourd'hui. C'est pas Quoi, hyper tu vois, c'est pas démocratisé. si. On n'en parle pas tant que ça. Enfin, tu vois, c'est pas. Même tirer son lait au travail, tu vois, il y a plein de gens qui savent même pas que c'est possible. Enfin, non, je pense que ça n'a jamais été Oui, je démocratisé. trouve qu'aujourd'hui, on a encore vachement l'idée que quand tu retournes travailler, t'arrêtes d'allaiter, quoi, parce que Ouais. c'est Ouais, pas complètement. envisagé dans la tête des gens que moi, quand j'ai dit que j'allais tirer mon lait à ma famille, enfin à ma mère au travail, elle m'a dit mais pourquoi pourquoi tu t'infliges ça? Bah, je sais pas. Ah ouais, je vis trop dans ma bulle alors, je crois. C'est possible, clairement. J'ai pas beaucoup d'allaitement autour de moi, donc... Enfin, hormis mes copines, évidemment. Mais autour de moi, IRL, il n'y a pas beaucoup d'allaitement, donc il n'y a pas beaucoup de tir-allaitement. Est-ce que vous avez envie de dire un petit mot de la fin? Léna, je t'ai surpris avec la question la dernière fois, maintenant tu sais. Et les autres, je ne sais pas si elles ont écouté le premier épisode. Qui pour un mot de la fin? Mélissa? Bah moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faudrait laisser le choix aux mamans, aux couples, aux parents, de faire ce qu'ils veulent et d'arrêter de les juger dans un sens ou dans un autre. Ça serait déjà bien. C'est clair. Et de les accompagner. Oui, et les accompagner aussi, parce que bon, les injonctions dans un sens ou dans un autre sans accompagnement, ça va 5 minutes, quoi. C'est clair. Raph? Bah, je suis d'accord et j'ajouterais aussi que quel que soit le choix, on n'est pas obligé de se justifier auprès de tout le monde et qu'on a le droit d'envoyer chier les gens ou de dire clair. oui et de faire comme on veut parce que je trouve que parfois on se sent un peu obligé d'argumenter pourquoi tel ou tel choix et finalement tu fais comme tu veux et si t'as pas envie d'en parler c'est aussi ok. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. J'ai eu une seule fois une remarque avant d'accoucher. C'était la tante de mon ex-mari qui m'a dit tu comptes la nourrir? Je lui ai dit non. Je lui ai dit non, je vais la laisser mourir de faim. Voilà, j'étais obligée. Et cette dame n'a pas eu d'enfant, donc elle n'a jamais allaité, n'a jamais donné de biberon, voilà. Mais c'est la seule qui m'a fait un commentaire sur l'allaitement et sur la prise de poids enceinte aussi. Je Une déteste personne- cette phrase. Une personne totalement pas concernée, du coup, sur ces sujets, c'est la seule personne qui m'a fait un commentaire. Et du coup, étant qui je suis, je l'ai envoyé chier, comme j'aime le faire. Il faut, c'est bien. Léna? J'ai pas de mot de la fin, désolée. C'est clair. On a tout donné la je dernière trouve fois. que tout a été dit, j'ai rien à rajouter. Je suis totalement d'accord avec les filles. Moi, j'aimerais bien qu'on arrête de faire chier les gens. J'aimerais bien qu'on arrête de leur demander de se justifier tout le temps. Et j'aimerais bien qu'on arrête aussi de glorifier ou diaboliser l'un ou l'autre de ces deux choix parce que ce ne sont que des choix et vraiment, enfin, j'aime vraiment cette petite phrase donc je vais quand même la dire. À la fin, ils boufferont la frite dégueulasse qui est tombée sous le fauteuil. Oui. Voilà. Et d'ailleurs, t'inquiète, ton tour va venir, Flo. Je pense à un truc, on peut faire les deux. Oui. Ouais. On n'en Je parle l'ai pas. fait moi, donc ouais, on peut faire les Mais deux. on peut carrément faire les deux et il faut arrêter de dire que l'un va empêcher l'autre parce que vraiment c'est faux en fait. Mhm. Ça peut, mais c'est pas obligatoire. Bah, si on prend quelques précautions, mais vraiment de base, on peut vraiment faire les deux et c'est important de le dire et de le savoir. Flo?
Oui, bah moi je vais juste parler de l'allaitement dans l'espace public parce qu'on n'en a pas parlé Ah oui. et que Oh ça oui. c'est encore un sacré sujet et je pense que voilà pour que ça devienne totalement banal quoi, qu'on s'en foute et qu'on regarde plus les femmes qui donnent le sein dans la rue ou dans le parc ou n'importe. Je pense qu'il faut normaliser l'allaitement dans les médias, dans les pubs, dans les livres, dans tout ce que tu veux parce que je dirais juste ça, voilà, qu'il y a une grosse différence entre le monde d'Instagram et le monde réel. Et sur Instagram, on ne voit que des allaitements. On a l'impression que tout le monde allaite pendant 3 ans. Enfin, que c'est voilà, il y a un truc. Et après, tu sors dehors et puis là, c'est tout le contraire. Et en fait, juste faudrait tout équilibrer, quoi. Tu vois, que voilà, que tout soit banal et qu'on s'en foute. C'était facile pour vous d'allaiter dehors et de donner le biberon dehors? Moi, l'été dehors, j'ai toujours eu du mal. Je mettais la cape pour ma première. Et j'ai jamais été vraiment très à l'aise. Pareil que Flo, moi j'ai jamais trop aimé allaiter en public. D'un côté, je trouvais que c'était hyper important de pouvoir le faire pour la représentation et la visibilité, et de l'autre, j'aimais pas trop montrer mes seins et que les gens me regardent allaiter. Du coup, j'aimais bien m'isoler, faire ça tranquillou dans un coin entre guillemets. Mais Moi qui montrais mes seins à tout le monde sans problème. Mais c'est ça aussi, c'est que quand tu donnes un biberon, on te regarde pas, alors que quand t'allaites, les gens, j'ai l'impression, ils ont une curiosité malsaine. C'est vrai. Moi, j'ai trouvé ça facile jusqu'à ces 1 an à peu près. Après, je trouve que plus elle grandissait, plus j'étais gênée ou on me faisait sentir que quand même elle était un peu trop grande. Donc, Ouais, t'as quand même eu des regards pesants. Ouais, ou voilà, des réflexions de « Ah, elle tète encore à son âge !» Ah oui, Parce que d'accord. tu sais, elle est si grande. Il faut plus la nourrir, dis donc. C'est vrai. Laisse-la crever de faim. Et le biberon, je trouve que c'est plus galère en termes de logistique, tu vois. Faut sortir ton biberon, faut penser à l'avoir pré-rempli d'eau avant, ou alors être un endroit où tu peux avoir de l'eau, et puis il faut avoir préparé tes petites doses, et puis faut que ce soit propre, que tes mains soient à peu près propres si tu touches la tétine. Et puis en plus, t'as la pression de, si tu donnes pas ton biberon dans le délai d'1 heure, et ben il faut le jeter parce qu'il est plus bon. Ouais, ça c'est vraiment très chiant. Et donc si t'as un enfant qui fractionne ou Qui fait des feintes. Ou ma grande qui, tu vois, elle mettait 1 heure à boire ses billes, bah si t'es à l'extérieur et qu'ensuite elle a refaim parce qu'elle a pas fini son premier, bah t'as plus de lait, quoi. Ouais. Ouais. C'est vrai que ça gênait pas. C'est pour ça que généralement c'était le moins pratique, mais je me baladais avec la boîte entière. La Parce bouteille que- d'eau et 3 biberons. Ouais, c'est ça, parce que si tu te balades avec des doses pour 2 biberons et que tu sors un peu plus longtemps ou que ton bébé te dit, te fait des hurlements, tu te dis, ah tiens, il a faim. Que tu lui donnes qu'il boit 30 ml et que t'en as perdu 90 et que du coup 1 heure après il te redit, hey oh, j'ai refaim. Bah, Eh ben, lait. c'est pas très pratique. Ouais, c'est ça. T'es là, au ils nous secours. aident pas aussi, ces petits, hein. Bah oui, On ils suivent pourrait pas les faire modes des efforts. d'emploi. On a dit toutes les 3 heures. Oh Écoutez, je vous propose de nous accorder sur le fait que c'est les petits qui sont relous. et de C'est pas mal. terminer là-dessus. Je trouve ça parfait. Merci beaucoup, les filles. Ça a été un Merci super beaucoup, Manon. moment. Même si j'avoue, j'ai un peu galéré des fois. Mais c'était très très chouette. C'était cool. À bientôt. À Merci. bientôt. À bientôt. À bientôt. Salut les filles. Salut.